Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club des 5. On est là pendant une heure pour parler de cette grande soirée de football européen. Pas de championnat pour l'instant, c'est une trêve internationale. On est là avec mes acolytes. On va se concentrer sur 3 matchs. Le match de l'équipe de France, forcément France-Pays de Galles, cette victoire 2-0 de l'équipe de France. On va aussi s'intéresser au match qui comptait, le barrage pour la Coupe du Monde entre la Suède et l'Italie. Et enfin, le dernier match qu'on verra, c'était l'Afrique du Sud qui accueillait tout à l'heure le Sénégal, la victoire des Sénégalais qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde. On est là avec mes 3 amis. Je vais commencer par un petit nouveau. C'est ta première participation avec nous, Nicolas Coco. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous, c'est un grand plaisir d'être là. Comment ça va? Nickel, tout va bien. Tu es heureux d'être avec nous? Tu as mis le petit bleu de chauffe, je vois. J'ai mis le petit bleu de travail pour commencer, histoire d'être prêt. À côté de lui, tu as déjà fait une émission, mais ce n'était pas avec moi. Je pense que tu nous as montré déjà que tu étais quelqu'un de très important. Tu as choisi des petits pois. Moi, j'adore les petits pois. C'est Richard Virin qui me l'a filé. Constant Vichrec, salut Constant. Salut. Et toi, t'as perdu un pari pour mettre ce t-shirt? Pour le t-shirt, là, comme ça, tu vois, j'en perds mon oreillette. C'est Aimé. Aimé, tu vois, on est là, on prépare la Coupe du Monde. On est le grand Aimé. Walid, tu dois 10 balles. Robert. Muscle-ton le jeu. Ouais. Et en face de vous, un habitué, un taulier de cette émission, Bilal Achourtani. Salut Bilal. Salut Romain, ça va? Ça va et toi? Très élégant hein, tout le monde ce soir. Ben, surtout toi avec moi j'ai essayé au moins de mettre la veste. Hein. Ouais, le problème c'est que tu mets une veste, on voit juste ton jeu, on a l'impression que c'est ton grand-père qui te sermonne. C'est un peu ça. Ouais, moi, mon grand-père il parlait comme ça, il était. Voilà. Allez, on va passer directement, c'est n'importe quoi. On va passer directement sur le match que tout le monde a regardé forcément. Le match de l'équipe de France contre le Pays de Galles. Cette victoire 2-0 de l'équipe de France, des buts de Giroud, le deuxième. Le premier, c'est un but d'Antoine Griezmann. Tout simplement, je vais commencer par une question très simple. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? On va commencer par toi, Nico. C'était intéressant de voir ce match parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose, tout simplement. Ça a confirmé quelque chose, c'est que Mbappé prend de plus en plus de place dans cet effectif, dans cette équipe-là, qui va être de plus en plus important au fil des mois. Et alors ça, Mbappé, ce sera ton top. Ça va être mon top, on va y revenir. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas de grands enseignements à tirer de ce match-là à 7 mois de la Coupe du Monde. Constant à chaud, le France-Pays de Galles, tu t'es amusé? Ouais, c'était génial. On a pu voir encore des superbes idées de Didier Deschamps, des courses tout droit assez formidables. D'ailleurs, on se demande pourquoi ils n'ont pas été sur la piste d'athlétisme à côté du terrain plutôt que sur la pelouse. Mais non, c'était voilà, tu gagnes 2-0, c'est Deschamps, c'est chiant. C'était pragmatique, c'est froid, c'est clinique. Alors, c'était un match, Bilal, tu vas nous donner ton ressenti aussi. On avait l'impression donc voilà, que ça allait être le match un peu bateau qu'on a eu un peu en préparation d'Euro 2016 avec ces matchs sans trop d'intérêt, etc. Mais là, on a essayé de voir des joueurs qui voulaient vraiment prouver quelque chose ce soir. Oui, je pense que plus on approchera et plus on approche de la Coupe du Monde, plus on aura ce type de match avec beaucoup d'envie sur le terrain. Mais je rejoins ce qu'a dit Constant, c'était un bis repetita de tous les matchs de l'équipe de France depuis presque 4-5 ans finalement. C'est ça, mais ils changent juste les joueurs. Le gros souci, c'est ça. Et encore, parce qu'on avait fait une émission preview où on expliquait que c'était peut-être le moment pour Deschamps de faire tourner son effectif et de tester de nouveaux joueurs parce qu'il ne le ferait pas. Voire de système. Visiblement contre l'Allemagne. Là, on a eu exactement les mêmes choix qu'à l'Euro 2016. On s'attendait à avoir un joueur comme Anthony Martial. Moi, je suis déçu de ne pas l'avoir vu démarrer cette rencontre. Devant, c'était du classique. À l'animation, on a eu toujours les mêmes soucis. On a vu une équipe de France qui a énormément de mal contre les équipes regroupées. Alors, on l'avait déjà vu sur les derniers matchs contre la Biélorussie et la Bulgarie. C'est ça, et on me dira que tout le monde a du mal contre les équipes regroupées, sauf qu'il y a une manière aussi de vivre cette difficulté-là, et on ne la vit pas avec de la combinaison, avec de la création. Le jeu est très stérile. Les accélérations de Coman sur le côté, c'était tellement habituel et tellement morose. Alors vous parliez du choix des hommes. On va voir la composition que Didier Deschamps a choisi d'aligner en première mi-temps, puisqu'en seconde mi-temps, il y a eu 2 petits changements. Donc ce Mandanda qui était donc dans les buts, une charnière Umtiti-Koscielny, Jallet à droite, Kurzawa à gauche, un milieu Blaise Matuidi qui était capitaine avec Corentin Tolisso. Sur les côtés, Coman et Mbappé, et devant un duo d'attaquants. Alors on avait Griezmann qui dézonnait et Giroud qui était plus en pointe. Constant. Et encore, là on a l'impression que c'est un 4-4-2 avec des ailiers, mais ça ressemblait plus à un 4-4-2 à plat. Et il faut m'expliquer ce que viennent faire Mbappé et Coman dans un 4-4-2 à plat.
C'est-à-dire que ils jouaient sur la même ligne tous en fait. Et ça, On a vu ressemblait Mbappé, plus à- super bas. on a vu Mbappé qui essayait quand même de rentrer dans rentrer Oui, dans mais l'axe Ça ressemblait plus à un 4-2-4 qu'un 4-4-2. Ah, moi, et- je trouve pas. Moi, je trouve que c'était un 4-4-2 à plat. C'est le 4-4-2 à plat qui est fait pour Lemar et Lemar est pas là. Je comprends vraiment pas l'utilité de faire ça. Quoi. On a vu les deux latéraux qui ont énormément permuté. Mbappé, un coup, il était à gauche, un coup, il était à droite. Et moi, personnellement, j'y reviendrai, j'ai bien aimé son match. Mais au final, on a l'impression que Coman et Mbappé avaient du mal à se situer sur le terrain. Coman, c'est votre, on en parlera un peu plus tard. C'est C'est le flop qui ressort un petit peu de ce match. On va parler du but, notamment du premier but. C'est une action qui était assez longue, 12 passes, avec une belle passe décisive de Tolisso pour Antoine Griezmann. Tolisso, c'est celui peut-être qui arrive vraiment à sortir son épingle du jeu depuis 2-3 matchs en équipe de France, Bilal. Ouais, je trouve qu'il amène un peu de neuf et il amène ce qu'on n'avait pas pendant un certain temps. Une nouvelle palette. Je pense notamment quand l'équipe de France tournait avec le milieu Matuidi-Pogba, voire Matuidi-Kanté-Pogba, il amène un peu plus de finesse technique, en tout cas un peu plus de créativité et d'audace dans ses choix. Tolisso n'hésite pas, et il le faisait à Lyon, il le faisait aussi en début de saison avec le Bayern. Il a cette capacité parfois de vouloir casser les lignes, de faire un peu ce que peut faire aussi Rabiot finalement. C'est deux joueurs que je trouve assez similaires dans le profil. Mais ce qui me dérange, c'est que à l'Euro 2016, l'avantage qu'avait Deschamps, c'est vraiment de profiter de joueurs qui étaient en forme en club et qui jouaient quasiment le même rôle que le leur en club. Là, le souci, c'est que ça se passe à peu près comme ça, sauf que les joueurs vont dans ce qui ne leur va pas en club. Mbappé, en club, il se retrouve souvent dans l'axe, il essaye constamment de combiner avec Neymar, quitte à forcer le trait. Là, en équipe de France, ça fait 2 matchs qu'il essaye de faire ça, et ça marche pas. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien entre les joueurs. Moi, j'ai l'impression de voir des joueurs sans lien, vraiment, dans cette équipe de France. Plus des individualités et pas une équipe. Voilà, des numéros de solistes à droite à gauche. Coman, c'est les mêmes actions pendant tout le match. C'est des déboulés, des tentatives de centre, des tentatives. Mbappé, c'est pareil, essayer de faire la différence. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de lien, il n'y a pas vraiment de combinaison dans cette équipe. Pour en revenir à Tolisso, je trouve qu'il prend de plus en plus de poids dans cette équipe. Et limite, il est susceptible de casser cette idée du 4-4-2 de Didier Deschamps. C'est-à-dire que Kanté et Pogba, à mon avis, sont incontournables. Avec le mauvais match de Coman, est-ce que Deschamps ne serait pas tenté de revenir à 3 milieux de terrain, glisser Mbappé et avoir la triplette devant? Il fait quoi de Griezmann? Le trio, tu l'as. Enfin, il fait quoi de Giroud? J'espère qu'il y aura quelqu'un d'autre que Giroud, mais t'en as 2 sur 3 en attaque. T'as Griezmann, Mbappé, à toi de trouver le troisième. Et donc tu retires Matuidi du milieu de terrain Je retire Matuidi du milieu de terrain. Ouais, mais Constant, toi, t'es pas d'accord avec ça? Non, mais je pense surtout, juste pour revenir à Tolisso 2 secondes, Tolisso il amène un supplément d'âme qu'on n'a pas, que l'équipe de France a pas. C'est typiquement le genre de joueur qui va faire, je pense, être aimé cette équipe. C'est-à-dire que c'est un mec, tu vois bien, celui qui va il faire le ose, liant, et puis il y va, quoi. Enfin, je veux dire, il y va, c'est le seul. Moi j'ai l'impression que c'est le seul qui est concerné. Alors, Je trouve ça hallucinant, j'ai l'impression que c'est le seul qui est concerné par le maillot bleu. Enfin, on va revenir après sur les performances des Français. Après, Ouais, bien sûr. On va revenir et puis on va voir au top les flops. Avant ça, un petit mot sur le Pays de Galles. C'est faible. Qui était très une faible. faiblesse, voilà, pas vraiment d'idée offensive, pas vraiment de solidité défensive. C'est pas du tout le demi-finaliste de l'Euro qu'on a eu il y a 2 ans. Ouais, c'était pas la même équipe. Déjà, il manquait leur pion majeur qui est Gareth Bale. Après, il y avait aussi d'autres joueurs qui s'étaient révélés pendant l'Euro. Je pense notamment à Robson Kanu. Il y avait quand même une colonne assez intéressante. Mais la grosse faculté qu'avaient les Pays de Galles à l'Euro, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est une équipe qui était physiquement très au-dessus des autres et très au point. Et là, j'ai l'impression qu'elle jouait un peu, et c'est pas pour rien qu'on avait Vox aussi en pointe. Elle jouait un peu comme Burnley. C'est une équipe qui était à 10 derrière et qui attendait de balancer et qui se disait que sur un malentendu ça passerait. Sauf qu'on n'est pas sur des défenses de première ligue, et là on a vu que. Avec Koscielny un peu quand même. Koscielny un peu. Et avec Kurzawa aussi un peu d'ailleurs, on en reparlera aussi. Mais... Non, mais tout ça pour dire que oui, on a une équipe qui est pas venue pour jouer. C'est dommage parce que sur les matchs amicaux, t'es quand même censé. Le Pays de Galles, pareil, Nico, tu as à peu près la même analyse? Rien à ajouter de plus que de ce que c'est vrai que si tu veux te faire plaisir en regardant France Gall, tu vas sur YouTube, t'écoutes de la musique, quoi. C'est très mais combien de fois que tu la cherches, celle-là? Ou alors tu vas je me dis comment match de rugby. je suis en train de me dire comment je vais la placer surtout. Je l'ai depuis longtemps, mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le rédacteur en chef Fares Hachem pour savoir si sur le liner on allait mettre France Galles ou France Pays de Galles. Et j'ai un peu forcé pour qu'on mette le Pays de Galles. Ce qui est marrant, c'est que c'est quand même des Anglais très ratés, les Gallois, quoi. Dans le foot et en vrai, c'est facile. Donc, au rugby, se défendent. On va passer à vos tops et flops. Donc, un top et 2 flops, vous en avez déjà un peu brièvement parlé. Ton top, toi, Nico, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui est titulaire maintenant depuis un certain temps en équipe de France et qui, là, pour toi, vraiment devient un taulier de cette équipe de France. Ça devient un taulier. Pourquoi? Parce qu'il propose des choses différentes.
Ce soir, tout ce qu'il a fait, c'est loin d'être parfait. Parfois, il en fait même un peu trop. Je pense notamment à son action. Super bien, là. Où, non, je vais y venir. Où Umtiti frappe la barre juste après, où il en fait un peu trop, il se fait contrer. Mais avant ça, il offre une passe décisive. Il est très actif sur son côté gauche, sur son côté droit, puisqu'il a beaucoup permuté, comme je l'ai dit précédemment. Et voilà, il apporte de la fraîcheur, il apporte ce qu'on aime voir sur un terrain de football. C'est des dribbles, c'est des courses. Il est altruiste et pour moi, ça mérite d'être un top pour ce match de ce soir où on s'est quand même sacrément ennuyé. Moi, je suis pas d'accord avec Alors, Bilal, toi, je suis pas d'accord avec Nico parce que j'ai pas, moi en tout cas depuis le début de saison et aussi ce soir parce que c'est un match qui vient aussi résumer le début de saison de Mbappé. J'ai pas l'impression de voir le même joueur que l'an dernier. Moi, je suis pas d'accord quand on dit qu'Mbappé c'est un joueur qui se caractérise par des courses, par des dribbles. Il a ça, mais ce qui a fait sa grande force l'an dernier, ce qui fait que c'est vraiment un joueur surprise, c'est parce que c'est un joueur qui est capable de passer au moment où il faut dribbler, qui est capable de par sa qualité de passe et sa simplicité, qui est capable de surprendre. Et là, il le fait plus depuis le début de saison et on va très vite. Je trouve qu'il en fait trop, peut-être malgré lui en équipe de France, parce qu'il n'y a pas vraiment d'animation, mais on va lui reprocher très vite ce qu'on reprochait à Pogba. On va lui reprocher de trop en faire, on va lui reprocher d'avoir un rôle qui n'est pas le sien. La vraie question, c'est quel est le rôle d'Mbappé en équipe de France? Moi, je pense qu'on va lui reprocher la même chose qu'à Pogba, c'est-à-dire de vouloir faire la différence. Je te trouve dur avec lui, puisque faut le rappeler, il a 18 ans. Ce soir, je le répète, il a pas été parfait, mais en tout cas, par rapport à un Griezmann, je trouve qu'il a apporté, il s'est déplacé, il a proposé des solutions, il a créé des décalages. Certes, ils ont pas le même rôle, mais sur un match comme ça, Mbappé, c'est lui qui s'est détaché de cette équipe. Et je pense qu'il faut le souligner à 18 ans seulement. Constant. Moi, Mbappé, top, j'aurais été assez d'accord si on avait parlé de 110 mètres haies. Mais là, en fait. Tu es très branché athlétisme. Depuis tout à l'heure, il s'est dit j'ai un nombre de vannes et je les stocke comme ça, je vais pouvoir les balancer. Le problème d'Mbappé, c'est que c'est quand même. Il est devenu, effectivement, quand il essaye pas de combiner bêtement, que ce soit en club avec Neymar ou ce soir avec Griezmann, il essaye d'aller tout droit quand même, assez souvent. Il a quand même une capacité d'accélération et d'accélération. Il fixe les défenses. Il laisse à chaque fois ses adversaires sur le carreau. C'est pas sa force l'an dernier. Mais non, c'est un joueur. Il est plus insouciant là. C'est l'intelligence qui le. Et puis même c'est l'insouciance. Il est plus insouciant. Et moi je trouve qu'il en fait toujours trop, honnêtement. Et je me demande, enfin, c'est quoi son rôle? À quoi il sert fondamentalement? Après Nico, tu disais un truc très intéressant, mais pour moi c'est pas une vraie excuse, même si c'est important de le dire. Il a que 18 ans. Le souci c'est quoi? Il y en a deux. C'est que maintenant dans le foot moderne, les joueurs sont de plus en plus précoces. On nous a vendu qu'on avait une génération dorée qui était super jeune, et maintenant on le sait dans le football moderne, on peut, tu vois, Asensio au Real, tu vois plein d'exemples d'Embélé, que les carrières commencent très tôt, donc il faut juger très tôt les joueurs sur des attentes. Et la deuxième chose, c'est que Mbappé, il sera jamais bon s'il y a personne autour de lui avec qui créer un collectif. Et ce souci, en équipe de France, on l'a eu avec Benzema, on l'a eu avec Pogba, on l'a eu le point avec Benzema, Non mais c'est un souci qui revient. J'ai l'impression qu'on se répète à chaque fois. On vise un mec, tu vois. Moi, j'ai jamais trouvé bon avec les Bleus. Non mais ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que pour qu'il soit bon, faut qu'il ait des gens autour de lui. Ce soir, il avait qui? Non mais je suis d'accord. Il n'y a pas d'animation. Attendez les gars, quand même. Je veux bien, je veux bien qu'on dise à chaque fois pour expliquer les contre-performances des joueurs qu'il n'y a personne autour. Non, il y a pas d'une équipe qui est finaliste d'Euro. Ok, il n'y a pas de jeu si vous voulez. Ils ont des résultats. Mais c'est pas une question de certitude. Si t'es champion d'Europe, le champion d'Europe, quelle certitude il a? Le Portugal, quelle certitude il a? Dans le jeu. C'est plus trop un. Mais sur quoi on se base? On se base sur la certitude. On a un sélectionneur qui est là quand même depuis 2012, si je me trompe. Ouais, c'est ça. 8 ans. Ça va faire 6 ans. Non mais 8 ans à la fin, mais il a prolongé. Oui, pour l'instant. Pour l'instant. 6 ans, le même sélectionneur qui a eu le même groupe, on pourrait s'attendre à avoir quelques bases, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement. Mais je pense pas. Là, on se retrouve toujours un peu dans le flou. Je suis pas du tout d'accord parce que quelle équipe aujourd'hui, à part peut-être l'Allemagne, et qu'on ne parle pas de l'Espagne. L'Espagne, ils ont eu pendant 10 ans les mecs qui jouaient. Il y avait 6 mecs du Real, 6 mecs du Barça dans l'équipe. Enfin, 6 et 5 du coup. C'est-à-dire que les mecs, tu peux pas créer des Il n'y a pas que l'Espagne. Mais les mecs, ils ont 2 semaines de trêve. Constant, ça, c'est un refrain qu'on entend beaucoup. Mais c'est une vérité. Le refrain du. Il n'y a pas de fond de jeu en équipe nationale parce que c'est faux. Il n'y a pas de fond de jeu en équipe nationale. La seule équipe nationale qui arrive à progresser dans le jeu, c'est l'Espagne. Le reste, c'est les résultats qui comptent. Il faut être pragmatique. Le souci, c'est quoi? Je veux bien, moi, qu'on soit pragmatique et qu'on voit que les résultats. Le seul problème, c'est qu'on se rend compte de deux choses. C'est que quand le niveau
s'élève en face et qu'on est face à des équipes qui nous mettent en difficulté, on a du mal à contourner ça, à part sur des hold-up, comme à l'Euro contre l'Allemagne. Mais je rappelle qu'à la Coupe du Monde, on a été inexistant contre les mêmes Allemands. Ils n'ont pas été non plus excellents. Non, mais derrière, contre les équipes regroupées, on a du mal aussi à s'en sortir parce qu'on produit pas de jeu. Alors, je veux bien que les équipes nationales marchent pas avec du jeu, mais quand on sera éliminé, on se dira, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose aussi qui nous aurait permis de gagner ces matchs-là? On va passer au flop. Donc c'était le seul top pour ce match qui était, c'est vrai, un peu triste. Donc on va passer au flop. Le premier flop, c'est celui de Constant. Constant, tu as choisi, toi, Layvin Kurzawa. Alors Layvin Kurzawa, défenseur, s'il en est, qui est, c'est ça le thème. Dans un match où l'équipe de France n'a pas énormément défendu, c'est quand même un peu... Ouais, mais toutes les actions galloises, si on peut appeler ça des actions, elles sont arrivées de son côté. Boulevard sur boulevard, dans son dos c'est les Champs-Élysées, je pense, ou la Canebière. On est à fond dans la métaphore. Non mais ouais, voilà, enfin, j'ai envie de dire, pour faire le Tupac à Miami, il y a du monde, quoi, mais pour surveiller ses arrières, il n'y a plus personne. C'est assez scandaleux. Kurzawa, il n'a rien à faire là, quoi. Enfin, je veux dire... Kurzawa qui était titularisé, préféré à Lucadine qui avait fait des bonnes performances en équipe de France. Mais c'est surtout que le mec, on nous dit, ouais, mais il a mis un triplé, latéral gauche. On s'en fout qu'il mette des triplés, le mec. Enfin, je veux dire, il défend pas. Il a jamais, enfin, je sais pas s'il a un jour su défendre, mais je comprends pas ce qu'il fait là. Franchement, je veux bien qu'il y ait une histoire de vidéo avec Deschamps, mais à mon avis, il a plutôt lui une vidéo sur Deschamps s'il reste dans l'équipe. Bilal, sur Kurzawa, tu partages à peu près l'analyse de Constant. Je suis un peu moins dur dans les mots. Je suis désolé. Même si pour les Champs-Élysées, je suis d'accord avec toi, mais ça montre aussi qu'on a un problème. Et là, pour le coup, je suis d'accord de dire que c'est aussi le cas dans beaucoup de sélections. Il y a un vrai manque de vivier au poste de latéraux, que ce soit latéral gauche ou droit, parce qu'à droite, on a quand même eu Jallet. Donc moi, Jallet, j'aime beaucoup, mais si on a Jallet à 34 ans, à la veille d'une Coupe du Monde, c'est bien qu'il y ait un manque de vivier en équipe de France. Donc ça prouve qu'il y a des soucis à ces postes-là. Beaucoup de sélections maintenant optent pour des défenses à 3. On a vu tout à l'heure la Belgique jouer avec 3 défenseurs, avec des pistons. Est-ce que ça pourrait pas être le cas en équipe de France? Peut-être, sauf qu'on a un entraîneur qui tente rien tactiquement depuis 5 ans. Donc c'est aussi, on paye aussi le manque d'idées, le manque d'innovation. Kurzawa, c'est un flop défensif, là, on a l'air, je pense que bien sûr. Vous êtes mais même offensif, les buts viennent à droite. Offensivement, c'est toujours pas ça non plus. On a une qualité de centre qui n'est plus là. Toi, tu penses la même chose aussi, Nico, sur Kurzawa? Juste pour en revenir à la concurrence, comme faisait écho Bilal, on a quand même un arrière-gauche à l'Olympique de Marseille qui s'appelle Jordan Amavi, qui a fait des prestations qui sont plutôt pas mal. Il avait été appelé au précédent rassemblement. Là, on ne le rappelle pas. Je trouve que c'est dommage puisqu'il a fait quand même de solides prestations, notamment lors du Classico. Il remplaçait justement Kurzawa, qui s'était blessé à l'entraînement. Il remplaçait Kurzawa. Ouais. Donc je trouve que c'est dommage de ne pas avoir fait appel à lui sur ce match-là. Maintenant, pour revenir à Kurzawa, tout a été dit. La hiérarchie des arrière-gauches en équipe faible. de France, c'est Benjamin Mendy qui s'il revient. Je pense que pour la Coupe du Monde, ça va être juste. Hein. Après, c'est Kurzawa, Digne et donc Amavi. Est-ce que vous pensez que cette hiérarchie-là, en tout cas, pour mai, le 14 mai, que sera la. On nous glisse dans l'oreillette que Evra sera frais en juin. C'est sûr que. Je veux le nom du mec qui a dit ça. C'est Fares Hachem qui essaie de me déconcentrer en faisant des vannes. On y reviendra, Evra, j'espère. Evra, oui, qui c'est vrai, sera frais. Il sera là en plus. Physiquement, il sera frais, ça c'est certain. Mais oui, donc cette concurrence au poste d'arrière gauche, cette hiérarchie avec Kurzawa qui sera en numéro 2 derrière Benjamin Mendy, est-ce que vous pensez que suivant les performances en club et suivant mes performances de Kurzawa, est-ce que cette hiérarchie peut être bouleversée? Tu parlais de tes performances d'animateur au début. Je me suis dit, de quoi il parle? Performance de son t-shirt. Non, Deschamps, c'est quelqu'un de très arrêté. Il prendra personne d'autre. Il partira avec Mendy et Kurzawa. Sauf s'il se blesse. Non, mais à mon avis, il faut arrêter avec Mendy. Mendy va pas prendre 3 latéraux. Mendy va être blessé. Mendy va être blessé pendant 8 mois. Lorsqu'on connaît ses qualités, on sait que ses qualités sont basées sur la course. Sur la répétition des efforts. Il y en a quelques-uns en Ligue 1 des mecs qui sont basés sur la course. Ça va être compliqué pour lui. Ça va être compliqué pour lui de revenir. Après, la vraie question qui se pose, c'est pourquoi véritablement on n'installe pas Digne à ce poste-là? On le sait, c'est parce que c'est un joueur qui au Barça est dans un club et dans un contexte. Peut-être qu'à l'AS Rome il était moins dans ce contexte-là, mais au Barça il est dans un contexte où il est quand même pas la star de l'équipe, où il est quand même plus ou moins à l'ombre de l'équipe, où on sait qu'en France les prestations des Français à l'étranger, on ne les estime malheureusement qu'une fois que les mecs se mettent vraiment à briller dans l'équipe, c'est pas une star du FC Barcelone, donc ça lui coûte des choses, et c'est là où Deschamps est ambigu. C'est que d'un côté, il peut pas installer un mec parce qu'il estime... C'est un soldat pour Didier Deschamps, Lucas. Ouais, voilà, il estime que Deschamps que Digne n'est pas réellement installé en club, donc il le met pas, mais en même temps à d'autres postes il installe des mecs, il continue de sélectionner des gars comme Sissoko qui sont pas du tout installés en club depuis maintenant 2 ans.
Donc, quelle cohérence, je sais pas. On va passer au dernier flop donc de cette soirée. Après, on détaillera un peu plus les autres performances des autres joueurs. C'est le tien de flop, Bilal. Toi, tu as choisi Kingsley Coman. Ouais, il y a une grosse bagarre avec Constant. Ouais, même avec Nicolas, je crois que ça s'est bien bagarré pour savoir qui allait choisir Kingsley Coman. Et ça s'est joué à pierre-feuille-ciseaux, voilà. C'est un peu de talent, un peu d'audace. Il voulait prendre Giroud au début, mais il a mis un but dans la foulée, donc ça s'est calmé. J'ai barré. Kingsley Coman, donc, ouais. Kingsley Coman, ouais, effectivement, parce que il est un peu à l'image de ce manque d'animation en équipe de France. J'ai l'impression de voir toujours les mêmes actions avec Coman. C'est quelqu'un qui démarre sur la ligne, qui essaye de centrer, et ça donne rien, malheureusement. Qui essaye. Alors, il a des qualités, je veux pas, tu vois, critiquer, dire que c'est dommage parce qu'il se passe le relais à droite en plus. Il est toujours dans le thème de l'athlétisme. Ah ouais, non, mais il s'est dit, j'ai un running gag, je vais l'envoyer 25 fois. Mais le problème, c'est que Coman, il est intéressant quand on joue contre des équipes qui attaquent, où on est plus dans une position de contre-attaquant. Là, contre des équipes regroupées, c'est un peu comme à l'Euro. Je sais pas si vous vous rappelez de son match contre l'Irlande, où il avait beaucoup d'activité, il est intéressant sur les premières foulées, mais derrière, ça va pas. Et c'est un peu l'image de cette panne offensive en équipe de France. Constant sur Coman. Je suis désolé, mais déjà on dirait Tommy Bugsy, tu vois, dans 3-0. Donc déjà tout de suite, il y a un problème. Non, mais Coman, je suis même pas sûr contre une équipe qui attaque qu'il soit bon, parce que ses derniers choix, c'est toujours gravissime, quoi. Non, mais on l'a vu dans sa carrière, dans sa prise de balle, il est toujours intéressant, c'est-à-dire qu'il arrive toujours à éliminer son vis-à-vis. Mais dès qu'il faut après, il s'élimine lui. C'est ça le problème, il se dribble tout seul, ce mec. Ce que je disais tout à l'heure à Walid, à qui on passe le bonjour, il disait, même si son adversaire direct c'était le mur de Berlin, je pense qu'il irait tout droit dedans sans essayer de l'éviter, quoi. C'est gravissime. Nico, sur comment Coman, il est fidèle à lui-même, il va tout droit, mais je pense que s'il arrivait à avoir une bonne qualité de centre, on serait pas aussi dur avec lui ce soir. Je pense que s'il arrivait de temps en temps à régler un peu mieux la mire, je sais pas moi, peut-être 2 centres sur 5, ça serait déjà pas mal, sachant qu'il déborde beaucoup, qu'il y a quand même une grosse activité sur son côté droit. On a vu Sitemap, elle est blindée, Sitemap. On a vu Florian Thauvin rentrer et fêter sa première sélection. Enfin, j'ai envie de dire. Deuxième sélection, excuse-moi. Enfin, parce que il était retenu depuis longtemps, mais il n'entrait jamais. Est-ce que Florian Thauvin peut à terme prendre ce poste d'ailier droit? Alors on sait que Dembélé va revenir et est un choix de Didier Deschamps. Est-ce que vous pensez que Thauvin peut bouleverser cette hiérarchie-là? Moi, honnêtement, je comprends pas pourquoi il continue à le prendre Deschamps, en fait, Thauvin. Il le fait jamais rentrer. Enfin là, 3 minutes contre le Luxembourg, 8 minutes contre des no-name incroyables. Je comprends pas. Je pense pas que Thauvin puisse récupérer une place. Je pense que Coman peut la perdre. Mais je pense pas que Thauvin puisse la gagner. C'est ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois, c'est très philosophique, mais j'arrive à suivre quand tu parles. Ça va être dur pour Thauvin parce qu'on est à 7 mois de la compétition, qu'il y a quand même du monde devant lui avec du vécu en bleu. Mais j'ai envie de dire comme pourquoi... qui par exemple pour toi qui passerait devant je sais pas, un mec comme Nabil Fekir qui est en train de faire un début de saison exceptionnel. On a parlé de Dembélé. Qui d'autre? Bizarrement, les amis. Tu vois, Fekir, bizarrement, il a sauté des 24 et Thauvin non. Pardon? Le dernier rassemblement n'était pas là, Fekir. Ouais, non, il était pas là. Il a gardé Thauvin. Et puis Fekir pouvait sortir Thauvin et garder Fekir. Thauvin, il est là depuis l'été dernier. Fekir est plus en danger que Thauvin de par sa position sur le terrain. Mais de toute façon, on en parlait. Fekir a plus le poste de numéro 10. Après, ce qui dérange sur le choix Thauvin, c'est que à quel moment Deschamps va tester les joueurs qu'il sélectionne? Et surtout Thauvin, c'est grave. Parce que là, on a vu, c'est des choix tellement timides. On a vu Nzonzi rentrer, on s'en rappellera pas. Fekir, il est rentré en fin de match. On va revenir ensuite sur les autres. On sait pas dans quelle idée de jeu il entre. Est-ce qu'il entre pour être testé pour tester sa complicité avec tel ou tel joueur? On n'en sait rien là. On va jouer l'Allemagne dans 3 jours. Alors justement, la transition elle est bonne parce qu'on va parler donc de l'attaque de l'équipe de France. On va essayer de détailler un peu poste par poste ceux qui étaient là aujourd'hui. On a parlé de Coman. On a l'impression depuis le début que Didier Deschamps veut faire son équipe en fonction de Ousmane Dembélé et de Thomas Lemar qui sont aujourd'hui absents et que depuis ça bricole quand les deux ne sont pas là. Est-ce que c'est un peu le ressenti que vous avez vous aussi, Bilal? Je sais pas, mais s'il fait ça, c'est grave. Si tu fais ton équipe en fonction de 2 mecs qui sont pas là, pour quoi faire? Oui. C'est grave. Non, mais ça serait grave, t'imagines? Non, mais est-ce que c'est le ressenti que vous avez vous aussi, que les deux qui sont mis, donc Mbappé et Coman, sont mis dans le but de les installer ou dans le but de uniquement remplacer les titulaires potentiels de ces postes-là? C'est philosophique là aussi comme question. Non, vu, hein. Tu suis Constant ou pas? Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce que je comprends pas, c'est le 4-4-2 qui met ce soir. Mais nous un 4-3-3 là-dessus, quoi. Enfin, je veux dire, si c'est pour mettre Coman, mets un 4-3-3. Ou si c'est pour mettre Mbappé, mets un 4-3-3. Tu repasses Griezmann sur un côté. T'en sors un des deux. Non, mais je comprends. En fait, tu utilises des purs ailiers dans un 4-4-2 à plat. Je comprends. À la limite, avec Lemar, ça se comprend parce que c'est un relayeur.
C'est pas un vrai ailier. Avec un Dembélé, il peut jouer plus bas aussi. Et encore que, mais Coman et Mbappé, c'est des vrais ailiers. Non, mais c'est quoi l'utilité de ce 4-4-2 dans l'animation du terrain, moi, j'ai pas trouvé que c'était vraiment un 4-4-2 en fait. Parce qu'on avait Griezmann qui dézonnait beaucoup, qui se mettait finalement très en soutien. On avait Mbappé qui rentrait dans l'axe. On a Coman qui se mettait sur la piste d'athlétisme. le souci, c'est que Deschamps nous fait croire qu'il innove, mais moi, j'ai pas l'impression que c'est un système qui est super différent de ce qu'on voyait à l'Euro. C'est un système qui est en 4 limite un 4-2-3-1 où on a des ailiers qui pénètrent ou qui jouent sur l'extérieur, mais c'est pas super innovant, je sais pas. Nico. Mais en fait, on débat, c'est le but de l'émission, bien évidemment, mais à 7 mois de la compétition, il n'y a pas eu de tirage au sort. Il y a encore un tas d'aléas dont on ne soupçonne même pas. Parler de 4-4-2, de 4-2-3-1, pour moi, à 7 mois de la compétition, c'est du chinois. Je pense que Deschamps, c'est le grand pragmatique de base, si ce n'est peut-être même Je pense qu'il fait son effectif qu'en fonction des adversaires et pas forcément en fonction de son potentiel. Un entraîneur qui peut parfois être très frileux. Et on l'a vu contre la Bulgarie, il est revenu à son 4-3-3 où il a bétonné. Et moi, ça m'étonnerait pas qu'on voit cette configuration-là selon le tirage au sort. Mais là, ce soir, dans l'animation, on voyait bien que c'était pas innovant, c'était pas spécial. Est-ce que vous avez senti que ça changeait Moi, j'ai pas senti grand chose. Si tu veux savoir sur ce match-là, contre le Pays de Galles, j'ai pas senti grand chose. Non, mais je suis pas totalement d'accord avec le fait qu'on sait pas encore ce qui va se passer au tirage et tout, parce qu'on sait très bien qu'avec Deschamps, on risque de prendre un groupe avec les Bahamas, l'association de Saint-Ouen-l'Aumône et quelconque équipe genre. Là, tu nous sors ça de ton chapeau là. Mais non, mais c'est vrai. Deschamps, déjà, on sait toutes les poules qu'il a tirées, c'était n'importe quoi. Mais tu peux pas baser tout ton argumentaire en disant que Deschamps a la chance. Attendre, déjà si, pour le coup, Deschamps, sa carrière, c'est de la chance. Oui, mais ce n'est pas. Déjà, tu vois le physique du mec, c'est de la chance. C'est pas parce que certains événements se sont passés que ça peut être une valeur sûre et donc on mise. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que le tirage, je pense pas que Deschamps se base sur le tirage des poules de Coupe du Monde pour faire son effectif. C'est ça que je suis en train de dire. D'accord. Je vais à l'envers. C'est différent. Son effectif. Ou son idée de jeu, peu importe. Sa totalité de son groupe, peut-être pas, mais son 11 de départ, pour moi, c'est sa tactique. Pour moi, oui. Il s'adapte forcément. Il va clairement s'adapter, comme il le fait depuis 8 ans. Le problème, c'est qu'il s'adapte même pas à l'adversaire. Il s'adapte aux situations. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on disait pour la sélection, c'est pareil. Parce que j'ai l'impression que à aucun moment. Mais je me trompe peut-être, je suis pas dans sa tête, mais j'ai l'impression qu'à aucun moment il y a une suite logique dans ses choix. Il fait des choix par rapport à ce qui se passe. S'il y a un joueur absent, on le change. Si un joueur est en méforme ou est très contesté, on le change. C'est pas des vrais choix. C'est des choix subis. Là, encore une fois, on aurait pu avoir moi, ce que je reproche à Deschamps, c'est de jamais oser. Les matchs amicaux sont faits pour oser. Pour oser des choses. C'est ce qu'il avait fait contre l'Angleterre. J'aimerais faire un dernier mot sur l'attaque et puis après on passera au milieu et à la défense. J'aimerais un mot sur Olivier Giroud. On critique énormément parce qu'il a peut-être pas forcément. C'est sûr, là il a Là il a renouvelé son abonnement jusqu'à 2022. C'est du faciès. Olivier Giroud, c'est son 29e but en équipe de France, c'est le 7e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il vient de dépasser Youri Djorkaeff. Il a 2 buts de Zinedine Zidane, on glisse. C'est quand même des stats. Est-ce que ça veut rien dire et à partir de ce moment-là, on enlève tout, à chaque fois que Olivier Giroud marque, on enlève ça de l'équation, ou est-ce qu'on prend quand même en compte pour faire un choix et pour choisir le numéro 9 de l'équipe de France? C'est à prendre en compte, c'est indéniable. 27 buts en bleu, c'est pas n'importe quoi. 29 même. 29, autant pour moi. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'équipe de France est meilleure avec ou sans Giroud? C'est ça la question qu'il faut se poser. On voit une bonne complémentarité avec Antoine Griezmann. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça le sauve par rapport à par exemple un Alexandre Lacazette? En fait, comme tu as dit, les stats elles parlent, mais qu'est-ce qu'elles veulent dire ces stats-là? Elles veulent dire deux choses. Elles veulent dire déjà que Giroud est un attaquant qui a une bonne finition et qui marque beaucoup, ça on le sait, c'est ses qualités. Elle le place comme un attaquant qui marque souvent en équipe de France. Maintenant, marquer souvent, ça veut pas dire faire gagner une compétition à un pays. Ce qu'on sait, ce qu'on voit de la carrière de Giroud pour l'instant en club ou en sélection, c'est que je suis content. On parle du mec qui Thierry Henry avait dit Arsenal ne sera jamais champion d'Angleterre tant que Giroud sera. Quand tu dis Thierry Henry, tu parles du mec qui a mis un seul but sur une passe décisive de Zidane pendant 10 ans, c'est ça? Je vois pas le rapport. Qui a jamais réussi à mettre un but. Je vois pas le rapport. Frérot, s'il vous plaît, arrêtez de rentrer Zidane dans toutes les phrases. On parle de Giroud. Déjà, j'entends Giroud et Zidane. Non, mais là c'était sur la stat. Moi, Giroud et Zidane c'était sur la stat. Plus sérieusement, on va passer au milieu ensuite, allez-y. Pour revenir à Giroud, ce que sa carrière nous montre en club et en équipe nationale, c'est que quand le niveau s'élève et quand parce que pour atteindre le dernier carré d'une compétition et passer ce dernier carré, je parle pas de l'Euro à 42,
on a besoin d'un attaquant qui va porter l'équipe et qui va être ce débloqueur de situation. C'est Lacazette. On sait que Giroud l'est pas. Lacazette, on n'a pas de certitude non plus. Je suis d'accord à te dire qu'on n'a pas de certitude. Mais tu veux essayer Lacazette maintenant? Mais tu me demandes si les stats de Giroud prouvent quelque chose. Elles prouvent que c'est un attaquant très honnête, mais est-ce qu'elles prouvent que c'est un top attaquant qui peut faire gagner la Coupe du Monde à l'équipe de France? Ben non. On va passer au milieu. On a parlé tout à l'heure de Corentin Tolisso déjà qui s'émancipait et devenait vraiment un élément important de ce milieu de terrain en équipe de France. Moi, j'aimerais revenir aussi sur Blaise Matuidi. Blaise Matuidi, qui est capitaine ce soir, qu'on enterre un petit peu. Fais gaffe, ça va parler d'athlète encore. qu'on enterre. Voilà, on voit la compo derrière moi. On enterre Blaise Matuidi parce qu'il a un statut de remplaçant à la Juventus de Turin, parce qu'on pense que Kanté et Pogba sont supérieurs dans la mentalité de Didier Deschamps. Blaise Matuidi, ce soir, est-ce qu'il gagne des points? Est-ce qu'il en perd? Est-ce que c'est kiff-kiff? Matuidi, on l'enterre surtout parce qu'il a oublié d'enlever la boîte des chaussures en rentrant sur le terrain. Mais Matuidi, non, mais pour moi, l'équipe, j'ai l'impression de déjà la connaître, celle de l'Euro. Ce sera Kanté, Pogba au milieu, point barre. Et devant, si Payet continue à être moyen, il fera Payet, Griezmann, Dembélé. Et devant, donc tu penses qu'il fera pas Matuidi Pogba comme il a l'habitude de faire Non, il mettra Kanté Pogba. Franchement, moi je pense que Deschamps ne se surprendra pas. Vraiment, pas de surprise. Sur Matuidi, tu as aussi. Mais c'est un bon remplaçant. Matuidi, il a fait un match fidèle à sa réputation, si je puis dire. C'est-à-dire que voilà, il a pas fait gagner l'équipe, mais il a tout fait pour ne pas la faire perdre. Voilà, il est resté dans son rôle. C'est l'image de Deschamps. Il est jamais sorti. C'est le symbole de Deschamps. Il n'est jamais sorti de ses gonds. C'est à l'image de Deschamps, comme le match d'Olivier Giroud est à l'image de Deschamps. C'est un match qu'on gagne par raccro. Le but de Giroud, c'est un but de raccro, et la prestation de Matuidi. C'est pas un but de raccro, c'est un beau débordement de Mbappé. Tu prends son but en éliminatoire, tu prends son but ce soir, c'est pas quasiment le même, mais tu sens que à chaque fois que Giroud va marquer, ça va lui donner du crédit. On a déjà parlé de Giroud, on va revenir après sur Matuidi. Ça va masquer plein de choses, mais pour revenir à Matuidi, excuse-moi de m'être égaré, pareil, j'ai l'impression que il est à l'image des non-choix de Deschamps. À une époque où Kanté flambait à Leicester, on s'est refusé de mettre N'Golo Kanté à son poste parce qu'il fallait pas bouger cet équilibre. Là, on continue de mettre Matuidi parce que ça rappelle qu'il faut un équilibre. Là, t'aurais mis quelqu'un d'autre à sa place, t'aurais mis Rabiot. Il y a personne d'autre au milieu. Ce soir, c'est vrai que c'est compliqué, mais t'aurais pu tenter au moins une. Ce que je me suis pas, c'est peut-être Rabiot Tolisso, je sais pas, mais. Non, mais après, on parle de Matuidi pour la suite, pour la Coupe du Monde. Nzonzi est rentré en deuxième mi-temps. On va voir la composition peut-être de la deuxième mi-temps. Ça aurait été pas mal. La composition de la deuxième mi-temps, on va la voir avec donc la même qu'en première mi-temps, sauf que Pavard est rentré à la place de Jallet et Nzonzi est rentré à la place de Tolisso. Nzonzi, c'était un peu compliqué de rentrer dans un match comme ça en menant déjà 1-0 dans un match assez fermé. On n'a pas pu voir vraiment ses qualités. Est-ce que vous avez été convaincu par Nzonzi? C'est compliqué de dire oui ou non. Là. Honnêtement, il n'a pas marqué particulièrement. Je veux dire, moi, il m'a pas marqué particulièrement. Mais après, le problème, c'est que là, l'équipe de France a tellement dominé qu'ils jouaient tous numéro 10. Il y avait un embouteillage. Nzonzi, il est bon, je pense, dans une sorte de transition, récupération, et il se projette ou il passe la balle. Là, le problème, c'est qu'il ne pouvait pas le faire. Parce que déjà, il rentre. Effectivement, la France gagne 1-0 à ce moment-là. Puis voilà, ils ont tous envie de faire leur truc. Il fait une belle tête sur un corner quand même, donc au moins sur les coups de pied arrêtés. Parce que, oui, ça peut être une autre menace par rapport. C'est vrai qu'il y a Pogba qui est assez grand, mais sinon ça a toujours été assez. La France marque très peu sur coups de pied arrêtés. Difficile dans les airs. Après, on va le revoir. Voilà. Contre l'Allemagne, il y a énormément de concurrence à son poste. Il a 29 ans. Et l'an dernier, il a fait une très bonne saison. Je vois pas Deschamps le prendre dans la liste des 23. Le souci, c'est qu'en plus, c'est beaucoup plus compliqué pour lui cette année. Moi, l'an dernier, ce que j'aimais chez Nzonzi, c'est qu'il était dans un effectif et dans des tactiques très osées. Il faut rappeler que Sampaoli, c'est l'entraîneur qui faisait jouer, c'est lui qui stabilisait vraiment 10 milieux de terrain, 0 attaquant. Et tu fais bien de le rappeler, le profil d'Nzonzi, c'est un créateur défensif. C'est le mec qui organisait le jeu entre tous les défenseurs et qui était souvent en transition. C'est un Luis Gustavo. Il était en transition avec Nasri dans des schémas tactiques très osés. Et le souci, c'est que quand Deschamps le prend, il le fait jouer de manière très classique. Il n'y a pas d'idée derrière, en fait. On prend Nzonzi parce qu'il y a une défection. Parce que Kanté revient de blessure. Il n'y a pas véritablement d'idée de jeu en se disant je vais prendre Nzonzi pour le coller à mon identité. On ne prend pas Nzonzi pour se dire tiens, il est capable de créer de derrière, on va le faire jouer plus bas, on va mettre Tolisso plus haut, on va tenter quelque chose. À deux au milieu, c'est pas possible de faire ça. Je sais pas. Après, peut-être que le match, effectivement, va jouer contre. Quel milieu vous voyez pour le match contre l'Allemagne on disait avant que ça allait être le match aujourd'hui contre les Pays de Galles, allait être l'occasion de faire tourner. Et le match contre l'Allemagne, on allait voir l'équipe type. On a vu une équipe quand même assez type avec les gens présents, les joueurs présents et pas forfaits.
Quel milieu vous voyez pour ce match contre l'Allemagne? Moi, je reverrais bien Tolisso. Parce que s'il y en a bien qui peut bousculer la hiérarchie au milieu de terrain, ça peut être lui. Et je pense que Deschamps s'en est rendu compte. Donc je verrais bien Deschamps le retester sur ce match face à l'Allemagne, qui sera une autre opposition que celle qu'on a vue ce soir. Bilal, toi aussi, tu veux revoir Tolisso, forcément? J'aimerais bien revoir Tolisso. Après, j'aimerais bien aussi voir Rabiot, du coup, parce qu'on l'a peu vu. Et du coup, je pense que s'il met Rabiot, il mettrait peut-être pas Tolisso, parce qu'ils ont des profils qui se ressemblent énormément. Donc, j'imagine que Deschamps remettra Matuidi. Après, s'il veut vraiment oser, ce serait peut-être pas mal, mais j'y crois peu, de mettre Nzonzi très bas sur le terrain et de faire peut-être, pourquoi pas, un 4-4 de losange. Si tu veux tester Fekir en 10, véritablement lui donner sa chance sur un gros match, tester Tolisso en relayeur, harceleur comme il le fait au Bayern, et avoir un Matuidi en deuxième relayeur aussi. Mais après, je sais pas si Deschamps... Dernière ligne, la défense. Alors on a déjà un peu parlé des... Non, tu peux pas dire. T'es puni. Dernière ligne, donc la défense, on a déjà un peu parlé de Layvin Kurzawa et du problème des latéraux. Un tout petit mot sur Pavard et après on parlera de la charnière. Pavard qui est aussi rentré en deuxième mi-temps, qui a tapé le poteau une fois, qui a donné un peu d'envie. On a eu l'impression qu'il avait vraiment beaucoup d'envie. Est-ce que vous avez été convaincu par Pavard, ce jeune qu'on connaissait quand même assez peu au haut niveau? Bilal? Convaincu, oui et non, c'est très très difficile à dire parce que déjà, sur les dernières émissions, on s'attendait à le voir plutôt contre l'Allemagne. Tu le disais, dans peut-être un contexte que Pavard connaît mieux parce qu'il joue en Bundesliga. Après, c'est difficile. Sur une première sélection, c'est dur parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Marvin Martin a mis un doublé pour sa première sélection. Non, mais c'est vrai, des joueurs qui s'enflamment. Gomis a mis un doublé pour sa première sélection. Il a mis un ciseau en plus. Contre l'Équateur, je crois. Contre l'Équateur, c'était. Mais du coup, c'est très compliqué parce qu'il y a une certaine euphorie. Il y a aussi l'envie de très bien faire et de montrer qu'on est présent. C'est dans la durée qu'on verra si Pavard, et est-ce qu'on va lui laisser la chance de s'installer dans la durée? J'en sais rien. La charnière Constant, on a vu Umtiti Koscielny, c'était solide. Je vois pas comment Mandanda aussi derrière qui a été assez rassurant sur plusieurs arrêts. Que Varane, Umtiti Koscielny, pour toi, c'est la charnière qui doit démarrer la Coupe du Monde? Ça marche tellement bien que je me dis, je vois pas comment Varane peut récupérer sa place, quoi. Et puis, je pense que Koscielny est devant Varane. Je pense. Il est plus bagarreur déjà. Alors que Koscielny, on rappelle, a annoncé la fin de sa carrière après sa carrière internationale. Varane n'était pas à l'abri qu'il se blesse en montant dans le bus tout à l'heure. Donc, Nico, sur la charnière, tu es aussi d'accord sur la solidité? Moi, je suis d'accord avec Constant. Cette charnière-là, elle a du vécu puisqu'elle a fini l'Euro ensemble. Donc c'est un critère qui est indéniable pour Didier Deschamps. Et je la trouve plus complémentaire Umtiti Koscielny que Varane Koscielny. Je trouve que c'est plus complémentaire dans les styles de jeu des différents joueurs. Là, je suis pas super sûr par contre, mais parce que je pense que c'est deux stoppers, moi. Non plus. Ouais. Je pense que c'est deux stoppers et les deux normalement les deux jouent axe gauche surtout. Oui, c'est ça. Koscielny à la base joue axe gauche et là il relanceur, mais encore une fois, ça dépend qui t'a devant eux, quoi. C'est toujours pareil. Le problème avec Koscielny, on le sait, c'est que c'est un joueur qui est capable dans des matchs aussi à enjeu de pas péter les plombs, mais c'est devenu rare en équipe de France. Ouais, mais on le dit à chaque fois. Ouais, mais il est pas à l'abri. Il est quand même des fois pas à l'abri d'avoir des tacles un peu dangereux qui peuvent amener soit des pénaltys, soit des situations compliquées. Mais je peux pas vous donner tort sur Varane. C'est quelqu'un qui est souvent blessé. C'est dur de faire sa place. Par contre, si on n'a pas un grand Varane à la Coupe du Monde, ce serait tellement dommage et ça manquerait tellement à l'équipe de France. Il faut rappeler que c'est un joueur qui a gagné la Ligue des Champions. C'est un joueur qui, depuis 2014, a quand même progressé. Je suis pas d'accord quand tu dis qu'il a pas progressé. Il la joue jamais. Non, mais allez, rapidement. Je suis désolé, sur la dernière Ligue des Champions, il est installé en défense centrale avec Ramos. Il met Pépé sur le banc. C'est quand même un joueur qui a progressé. Et puis il reste sur une Coupe du Monde en 2014 où il était un peu jeune, il était un peu naïf. On se rappelle de son duel contre Hummels en quart de finale qui nous coûte quand même la qualification. Là, c'est vraiment un cap à passer pour lui. Il fait figure de taulier dans cette équipe de France. On a besoin de joueurs comme ça dans la colonne vertébrale. Il est élégant, mais il est élégant. On en reparlera de Varane et de l'équipe de France avant le match contre l'Allemagne qui est mardi. Je ne sais pas s'il sera remis Varane pour ce match-là. Il est encore incertain. Peut-être. Il n'est pas annoncé forfait. Même là, il n'était pas forfait. C'est Deschamps qui l'a. Peut-être qu'il sera opérationnel pour ce match contre l'Allemagne. Ça sera mardi. On va passer au deuxième match de la soirée, Suède-Italie, un match officiel puisque c'était le barrage
barrage pour la Coupe du Monde. On voit derrière moi et l'affiche du match entre la Suède et l'Italie. Une domination italienne, mais une victoire suédoise 1-0. Un but un peu bizarre avec une frappe contrée, etc. L'Italie qui se met en mauvaise posture pour se qualifier. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que la Suède mérite sa victoire? Je vais commencer avec toi, Nico. Pendant la première mi-temps, on a vu que la Suède était bien au-dessus de l'Italie. Si la Suède rentre au vestiaire avec deux buts d'avance, c'est pas volé. C'est assez paradoxal puisque l'Italie a haussé son niveau de jeu en deuxième mi-temps, s'est créé plus d'occasions et a encaissé son but. Ça a joué à l'italienne, ça a joué sur le physique, ça a joué à la dure. Je pense que l'Italie n'a rien à perdre au match retour. Au contraire, ils ont tout à gagner. Dans ce style de match, en Italie, je ne sais pas où ça va se jouer. Ça va se jouer dans quel stade? Je sais pas exactement. Je pense que l'Italie conserve toutes ses chances de qualification pour la Coupe du Monde. Constant. Moi, franchement, j'y crois pas. Je trouve ça trop faible. Je veux dire, 9 tirs, un cadré. Moi, je les ai pas trouvés très dangereux, à part un poteau de Darmian. Rome s'est pas fait en un jour, mais l'Italie vont se faire ça sur en 2 semaines, ça c'est sûr. Je suis plus, je sais pas s'ils sortiront, mais je suis plus d'accord avec Constant. À mon avis, ils n'ont pas joué à l'italienne, c'est ça le problème. On a eu une équipe de la Suède tactiquement qui était beaucoup plus lisible et beaucoup plus organisée que l'Italie. C'était un 4-4-2 où les joueurs clés de cette équipe jouaient à leur poste en club et ont été bons. Forsberg a joué dans un 4-4-2 avec deux ailiers qui était très intéressant, qui était lisible. On connaissait les mouvements de cette équipe de Suède. Et quand on regarde l'Italie, c'est totalement l'inverse de ce qu'on a vu à l'Euro. À l'Euro, l'Italie n'avait jamais le ballon et gagnait ses matchs parce qu'ils étaient très organisés, parce que derrière, ça relançait très bien et puis surtout, devant, ça allait vite et ça finissait. Là, l'attaque de l'Italie, je sais pas si on peut voir la compo. L'attaque de l'Italie, déjà, sur les matchs éliminatoires, ils font des matchs nuls contre la Macédoine, ils gagnent seulement 1-0 contre Israël à domicile avec la même attaque, Immobile, Belotti, deux joueurs à contrario, ils font pas 9 tirs et un cadre. Mais le problème, c'est qu'elle est où l'animation de cette équipe? Verratti a pas le rôle de leader, a pas le rôle de numéro 10. Parolo, De Rossi, c'est des profils beaucoup plus défensifs. Darmian, on se rappelle de son passage il met une belle frappe en fin de match, mais on se rappelle de son passage à United. C'est pas un piston qui peut t'apporter de l'animation, de la création. C'est pas son rôle. C'était le choix de Ventura. Il joue pendant les qualifications. Il oscille entre deux formations. Cette formation à 3 derrière avec Chiellini, Bonucci, Barzagli. Sinon, il joue en 4-4-2 pour faire rentrer Insigne sur le côté gauche. Il y avait Zappacosta notamment qui jouait arrière droit. Est-ce que il a fait le bon choix? J'ai envie de dire. On sait que Bonucci en club veut absolument jouer à 3 derrière. Est-ce que là, il s'est pas fait avoir aussi Gianpaolo Ventura? Ventura, déjà, pour commencer, il fait que des choix un peu bidons. Je veux dire, ça n'a pas de sens ce qu'il fait. Là, par exemple, jouer à 3, déjà, Chiellini, Barzagli, t'es obligé de jouer à 3 avec eux parce qu'ils sont trop vieux. Ou il faut jouer très bas. Et t'as pas le choix. Mais le problème, c'est que Candreva, j'aime beaucoup, ça a beaucoup d'activités, mais il défend moins bien que quand ils avaient des pistons, genre Lichtsteiner à la Juve, des mecs comme ça. Darmian, c'est un latéral, il est trop haut sur le terrain, ça n'a aucun sens. Je veux dire, pour moi, cette composition, elle n'a aucun sens. Au milieu, c'est qui l'élément offensif du milieu? C'est ça, puis qui est le créateur de... En attaque, il installe personne, en fait. On voit Immobile qui commence à enchaîner quelques matchs, mais il hésite tout le temps entre Insigne, entre Bernardeschi, enfin il installe personne en fait. Pour vous, quelles sont les solutions pour l'Italie pour essayer de se sortir de ce barrage contre la Suède et de se qualifier pour la Coupe du Monde, Bilal? Les solutions, après, faut pas non plus qu'on dramatise. Ils ont perdu seulement 1-0, il y a un match retour, rien n'est encore de grandes perdu. On a perdu 2-0 en Ukraine. On connaît l'Italie, on connaît ce genre de sélection, c'est des sélections d'expérience. Et ils gagneraient au retour, en tout cas ils pourraient se qualifier si jamais déjà ils retrouvent un peu plus de lisibilité sur le terrain et surtout s'il y a un vrai lien entre le milieu et l'attaque. Le problème, c'est qu'Immobile et Belotti, ils ont le même profil. C'est des attaquants, c'est de très grands buteurs, c'est des attaquants qui font des saisons à énormément de buts, souvent à 25-30 buts. Ouais. Le gros souci, c'est que si tu les alimentes pas et si t'as personne derrière pour les alimenter, c'est pas Verratti avec les passes latérales qu'on a vu tout le match qui allait apporter quoi que ce soit comme danger devant. Donc si t'as pas ce lien, ça va être constant. Surtout qu'à la fin de match, la Suède a défendu très bas, ils ont essayé de contrer. Le match retour va être pareil. La Suède va jouer très bas et ils vont contrer, ils vont faire que ça parce que ils sont en position favorable, en ballottage favorable. Qu'est-ce que tu changerais toi dans cette compo italienne? Si vous voulez voir du bon Ventura, allez voir les films de Lino sur YouTube quoi. Non mais c'est pareil, je suis désolé. Moi sérieusement pour l'Italie, qu'est-ce que tu verrais comme solution pour essayer ce genre de système avec 3 milieux défensifs? Je comprends pas l'intérêt.
Mets-nous voilà, si tu veux mettre mets-nous un 4-4-2, mets-nous Kandré va plus haut, empêche-le de défendre. Mets-nous Insigné, mais de toute façon, il va être obligé de mettre, il va faire un 4-2-4 au retour, je suis sûr. Oui, il avait déjà testé. Ouais, il avait contre déjà l'Espagne, testé brillante idée d'ailleurs. Ouais. Contre l'Espagne, contre juste le meilleur milieu de terrain du monde, il a décidé de mettre 2 mecs au milieu. Le vrai match référence de l'Italie là sur ces éliminatoires, c'est le 5-0 en fait contre le Liechtenstein. Je sais pas si je le dis bien. Oui, c'est ça. Il gagne 5-0 derrière. Il y avait le match nul à l'aller contre l'Espagne. Celui de frappe dans le match. Celui de la Suède, c'est contre l'Espagne. Ils perdent contre l'Espagne, ils font match nul contre la Macédoine, ils gagnent de justesse contre Israël. C'était un bon début de campagne. C'était un bon début de campagne de qualification et ça c'est vrai que depuis la défaite contre l'Espagne, la première. Exactement. Depuis la défaite contre l'Espagne, dans le jeu, c'est tout de suite un peu plus compliqué pour l'Italie. Et puis la Suède, c'est pas les perdreaux de l'année non plus. C'est pas une petite équipe la Suède. La France a galéré à se qualifier. Un petit focus. Ça reste pas quand même du niveau international. Enfin, c'est largement prenable. Mais je suis pas sûr que la Suède c'est devenu un groupe très solidaire et très compact. Mais quand tu prends par exemple la Coupe du Monde, on parle de solidarité, on parle d'engagement. Et puis même attention, on parle pas de qualité, c'est vrai. Pas de qualité de football. On parle de collectif. Moi, je suis pas trop d'accord, Nico, parce que ce dont on parlait, et notamment avec Constant, c'est de rigueur tactique, de combinaison, de joueurs à l'aise à leur poste. Un joueur comme Forsberg, sur les 2 dernières saisons avec Leipzig, ça fait partie des joueurs phares du championnat d'Allemagne. C'est des joueurs quand même qui émergent, qui sont lisibles. Admettons qu'on se projette en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, c'est typiquement le profil d'équipes sud-américaines qui peuvent embêter les équipes européennes. Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire une équipe qui part pas favori, mais finalement, si elle peut te mettre ta raclée, elle te la met parce que c'est solide. Tu parles de combinaison, mais moi ce soir, ça m'a pas sauté aux yeux les combinaisons. Je trouvais que c'était assez stéréotypé leur jeu. Non, mais quand je parle de combinaison, c'est pas de voir de l'innovation partout, de voir des mouvements, c'est vraiment que c'était lisible et c'était cohérent. On savait que les latéraux montaient, quand les latéraux montaient, il y avait une bonne couverture. C'est une chorégraphie. Voilà, c'était limite chorégraphié. Moi, une équipe avec Toivonen titulaire, ça me pique les yeux quand même. Et ben pourtant. On va passer au dernier match, le dernier match de cette soirée. Enfin, le dernier match, c'était un peu plus tôt. Ce match entre l'Afrique du Sud et le Sénégal et la victoire du Sénégal 2-0 en Afrique du Sud, la qualification du Sénégal face à la qualification pour la Coupe du Monde. On va parler donc de cette qualification du Sénégal. C'est la première fois depuis 2002 que le Sénégal se qualifie pour une Coupe du Monde. Le Sénégal, c'est une équipe qui est souvent favorite en CAN et favorite des qualifications, mais qui arrive peu de fois à se qualifier en Coupe du Monde. C'est seulement leur 2e participation. Qu'est-ce que vous avez pensé, déjà, je vais vous demander brièvement, de la campagne de qualification du Sénégal? Je vais commencer par toi. C'est bizarre parce qu'encore une fois, même si le Sénégal est une super équipe, on aura un peu de temps pour en parler, c'est une campagne qui est rocambolesque. Vraiment, c'est incroyable. Faut rappeler le match qui a été joué aujourd'hui. C'est un match qu'on a joué, un match qui s'était déjà joué l'année dernière. L'année dernière, il s'est joué, il avait été perdu par le Sénégal, sauf que l'arbitre qui n'aurait pas influencé le jeu, même s'il a sifflé un penalty scandaleux, est mêlé dans une affaire de Paris, donc on a fait jouer le match. Il était suspendu à vie. Ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution du Sénégal entre ce match-là en Afrique du Sud il y a un an, où c'est une équipe qui, mine de rien, est quand même en reconstruction encore une fois, parce que depuis 2004, le Sénégal, c'est ça, c'est des joueurs de talent, c'est des effectifs souvent déséquilibrés, avec de très grands attaquants. Il faut rappeler que les attaquants du Sénégal ces dernières années, c'est Moussa Sow, c'est Dembaba, c'est Papi Cissé, c'est Mamadou Niang à une époque, c'est des joueurs, offensivement, c'est un vivier qui est impressionnant. Par contre, derrière, il y a rien. Il n'y avait rien jusqu'alors. Maintenant, on a une défense qui est beaucoup plus solide. Maintenant, c'est Aliou Cissé qui est le sélectionneur du Sénégal. Est arrivé, il a installé plusieurs schémas de jeu parce on peut jouer en 4-4-2, on peut jouer en 4-3-3. On a une défense qui est solide. Kalidou Koulibaly, qui est un taulier du Napoli. Français. L'ex-futur français, qui est défenseur central et qui est très intéressant, accompagné de Kara Mbodj, pour ceux qui connaissent. On voit la compo qui était aujourd'hui. Ce qu'on a mis, ça va nous faire une très belle transition avec le débat qu'on veut amener. On a mis en dessous les clubs dans lesquels évoluent les joueurs sénégalais. Beaucoup d'anglais. Ce sont des clubs donc anglais, européens. On a du Naples, on a du Hanovre, on a Bordeaux aussi avec Youssouf Sabaly. Moi, j'aimerais qu'on revoie aussi, et là on parlera après de l'évolution du foot au Sénégal. On revoit aussi la composition du Sénégal contre la France en 2002 et qu'on voit aussi les clubs
dans laquelle jouaient C'est les sympa de joueurs voir cette sénégalais. composition. Donc c'est sympa de voir cette composition. On a Ladji Diouf qui était au RC Lens, on a Sylvain Ndiaye qui était à Lille, Kalilou Fadiga à Auxerre. C'est Salif du Diallo. 100%. À l'époque, c'était la Division 1, c'était pas encore la Ligue 1. Ouais, C'est c'était du, différent. on a Aliou Marda. Cissé qui est maintenant le On payait en sélectionneur qui francs était ou en là. euros? On payait déjà en euros. Ouais, hein, déjà On en payait euros, déjà en ouais, euros. 2000 euros. On venait de payer Non, en euros. c'est C'était le 1er janvier, de 2002 intéressant. l'euro. Le football sénégalais a donc vraiment évolué. On voit des joueurs maintenant qui jouent dans des grands clubs européens. Qui Je pense à s'exporte à Sadio Mané l'international, à c'est bien. Liverpool, je pense à Kalidou Koulibaly à Naples. On a vraiment cette évolution du football sénégalais et ça se ressent maintenant sur le terrain, Nicolas. Oui, on voit que ces joueurs-là, ils ont franchi un palier tout simplement. Enfin, on voit, si on doit faire une comparaison simplement, naïvement, en comparant les clubs, hein, on voit Oui, que, bien sûr. que les joueurs sénégalais ont franchi un palier, qui peuvent s'installer dans de grands clubs. Moi, quand je vois du Liverpool, quand je vois du Napoli, Baïniang au Torino maintenant aussi. Oui, bah, oui. Baïniang au Baïniang, Torino. oui, qui a joué au Milan AC, qui a joué à joué. Montpellier Non, mais aussi, hein. Qui a joué à Caen, formé à Caen. ça rejoint ce qu'on disait au début, c'est que le Sénégal a des joueurs de grand talent et c'est bien qu'ils en profitent par cette qualification en Coupe du Monde. Constant, t'es pas très. Non, mais je suis pas t'es convaincu pas que le super West Ham, convaincu. l'Everton, tout ça soit mieux que le Auxerre et le RC Lens de l'époque. Hein. Ah bah, Je suis largement pas- quand même. Je hein. suis pas sûr. Je sais pas si Lens, c'est- il joue le titre 2 ans avant. En Ouais, 2000 en 2002, ouais. Non, la même année. En 2001-2002, c'est Voilà, le premier bah, titre je veux dire, de Lens. Qu'est-ce qu'ils font l'année d'après? Lens. En Ligue des Champions, ils finissent à 3 points. Et Certes, et après, Everton, ils font quoi, là? finissent 10e. Ouais, Everton, Ah, mais il a Everton. pas- il a pas tort. Everton, ils ont pris 1 point contre des no-name de Chypre. Hein, quand Ce même. qu'elle montre, cette comparaison. Non, mais tu parles de cette saison-là, mais parle de la saison dernière d'Everton alors dans ce cas-là. Ouais, parce qu'Idriss Gueye était déjà taulier dans cette équipe-là. Je suis Bilal, plus pour rester ou sur le moins- je suis Sénégal. plus ou moins d'accord avec ce que dit Constance. Quand on voit ces deux compos, qu'est-ce qu'on voit? On voit que à chaque époque, les équipes du Sénégal ont toujours eu des joueurs de talent demandés. Sauf que là, on est en 2002, on est avant la mondialisation. Le foot a changé. Le foot a changé. Avant, quand un joueur africain était bon, bah, il y avait des filières comme les Brésiliens qui viennent en Europe. On avait Ouais. des filières qui menaient Ouais, directement, bien sûr. pour des raisons qu'on connaît, qui menaient directement du Sénégal à la France. La grosse différence, et là, il y a des vrais symboles dans cette nouvelle équipe, c'est que on voit Sadio Mané, Liverpool, mais Sadio Mané il est passé par le FC Metz. Bien La sûr. vraie différence avec l'époque, Comme c'est que Kalidou maintenant, Koulibaly. On peut plus les garder. quand en France on a tendance parfois à stéréotyper ou à se faire une idée du footballeur africain, bah quand le footballeur africain il a cette technique, cette touche, parce que Sadio Mané est un joueur très technique, très élégant, et ben il n'hésite pas à s'exporter et à avoir des tremplins Bien ailleurs. sûr. Mais C'est tu grâce à sais- Salzbourg que Sadio Mané a une carrière Après, professionnelle. t'es pas très loin Mais du deux titre fois. en Diamond League sur 100 mètres devant quand même. Hein. Ça va aller vite. Ouais, hein. je crois que tu ça t'es quand même trompé du ballon, d'émission, ça t'as fait la Ah, stade 2. mais hein. là, Nyang Sako Mané, Et- waouh. Toi, t'es pas fan Non, donc, mais de l'attaque la- du Sénégal, tu la vois J'y comme crois ça. pas. Sur le banc, il y a Baldé Keita, il y a Attention, pareil, Moussa ça Sow. va vite aussi, hein. Ce qu'il faut expliquer, c'est que ce système de jeu, c'est un système quand le Sénégal joue à l'extérieur, Ouais, ils voilà. ont besoin de blinder le milieu Bien sûr, de terrain. bien sûr. Alors, on est- Ndoye, c'est pas. Bien sûr, et puis On c'est a pas une vite. autre composition. On a une autre composition. Plus Donc à voilà, ce qu'est le c'est Sénégal. une Je préfère celle-là, composition moi. 4-4-2 avec Moussa Sow et Mambiarem Romain. Diouf devant, Ismail Assar à droite. Qui est et à Sadio Baldé Mané, normalement à la place de Sarr, enfin souvent. Mais- Est-ce qu'on peut revoir la composition de Bon, toi, 2002 si tu veux mon boulot, vas-y, on met ça. Non, ça, parce ça, que ça, ça, tu me dis, hein. j'aimerais répondre à Bilal là-dessus. La composition d'avant, c'est lui donc tu voudrais expliquer le pour moi 4-3-3 la différence qui a été entre aujourd'hui. le Sénégal 2018 et le Sénégal 2002. 16 ans. La différence, c'est 16 ans. Mais la différence, c'est que ces joueurs-là, ils sont imposés dans leur club. Ils se sont imposés. Alors que quand on regarde la composition de 2002, À l'époque, Diouf, c'est suite- quand même. suite à la Oui, Coupe la du Monde, Diouf était suite à la Coupe du Monde de 2002, faisait un peu chacun, office d'exception. chacun avec part Kalilou Fadiga. dans divers horizons. Diouf, il part à Liverpool. Fadiga part à l'Inter de Milan. Salif Diao part aussi à Liverpool. Après, ça- Mais- c'est sûr qu'une Coupe du et qu'est-ce Monde- qu'ils font une coupe- Et qu'est-ce qu'ils font une fois là-bas Ouais, Rien du tout. Peut-être, mais c'est ça pour moi la différence. Encore une fois, c'est compliqué. On est à une époque où s'exporter du championnat de France, Ah, c'est plus dur. c'est beaucoup plus dur que maintenant. Les joueurs là, oui, mais- je suis désolé, mais à l'époque, un joueur qui va tenter sa chance en Angleterre, c'est une aventure, alors que maintenant, c'est tout à fait classique. Et ce que tu dis, il y a des contre-exemples. Mbaye Niang, il rejoint l'équipe du Sénégal à la veille de la Coupe du Monde. Il n'avait pas fait son choix. C'est un joueur qui a du mal à s'imposer en De la club CAN, partout. tu veux dire. Oui. Oui, de à la CAN, veille ouais. d'une qualif à la Coupe du Oui, Monde, il pardon. rejoint l'équipe du Sénégal et c'est un joueur qui s'est pas imposé en club. Cheikh Ndoye, c'est pas un mastodonte non plus. Donc cette équipe du Sénégal, elle est intéressante surtout parce qu'il y a des profils différents et tactiquement, elle a un gros vivier. Ouais, j'aimerais qu'on revienne sur le 4-4-2 justement, le 4-4-2 qui est je préfère proposé celle-là. quand le Sénégal joue à domicile. Donc on a beaucoup plus de possibilités. Tu disais Keita Baldé qui peut remplacer Ismail Assar qui est blessé en ce moment. On a un milieu quand même qui est très très solide
avec Idriss Gueye, Cheikhou Kouyaté ou Cheikh Ndoye. Un milieu solide, une défense aussi solide. Le Sénégal, c'est que 2 buts encaissés sur sa phase de qualification. Alors on a mis Kara, mais ça peut être Koulibaly, bien entendu. C'est lui le taulier de la défense. Cette équipe du Sénégal, elle a de véritables ambitions pour cette Coupe du Monde. Est-ce qu'elle peut faire... Alors elle a fait quart de finale en 2002, on ne va pas leur demander de faire un quart de finale obligatoirement. Mais est-ce qu'elle peut avoir des ambitions pour cette Coupe du Monde, Constant? Moi, j'aime beaucoup cette composition-là. Parce que, et oui, je pense. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que quelqu'un attendait le Ghana? Non. Je veux dire, non. Et si Luis Suarez fait pas une main, ils sont en demi-finale. C'est un peu tous les histoires en Coupe du Monde. Voilà, ça va se jouer à rien. Pour l'instant, en tout cas, il y a tous les ingrédients pour faire quelque chose de beau. Prenons les équipes qui ont brillé en 2014. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un effectif qui était intéressant, une histoire avec un coach. Et ça, l'histoire d'Aliou Cissé, elle est très belle. On aurait pu prendre l'histoire de Vaïd avec l'Algérie, c'était une belle histoire. Et à chaque fois, une question d'épopée, entre guillemets, quand une équipe fait un résultat en Coupe du Monde. C'était le cas aussi avec le Ghana et Rajevac. Là, maintenant, on a ça. On a un effectif qui peut poser des problèmes. Parce que ce qui est intéressant de montrer, c'est que qui est fourni en plus. C'est pas un top effectif dans le sens où ça battra sur le papier jamais l'Allemagne, mais par contre ça peut poser des problèmes aux équipes qui attaquent. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir que Sadio Mané et Baldé Keita sur 2 côtés, ça va à 2000 à l'heure. Et en Coupe du Monde, ça fait des différences. Après, la vraie problématique, Romain, ça va être la condition physique. Tu arrives à une Coupe du Monde, il faut que tu sois au top. Et les primes. Et le mental aussi, parce qu'à la Coupe d'Afrique, ça les a... Le Sénégal, ils sont peut-être un peu moins touchés par ça, mais aussi l'aspect mental. En Coupe d'Afrique, il faut rappeler qu'ils perdent contre le Cameroun au tir au but. C'est très disputé. Sadio Mané a été très critiqué après ça parce qu'il a raté le penalty qui aurait pu envoyer le Sénégal, qui était favori, qui aurait pu envoyer le Sénégal, pourquoi pas, très loin dans cette Coupe d'Afrique. Donc vraiment l'aspect mental. Et à ce niveau-là, je suis pas sûr qu'ils aient... Nicolas, sur les ambitions du Sénégal pour cette Coupe du Monde, tu les vois passer un cap, déjà passer le premier tour? C'est difficile à dire tant que le tirage au sort n'est pas fait, mais comme vient de le dire c'est justement Bilal, le groupe est cohérent, pourquoi pas faire un parcours, aller en 8e et pourquoi pas en quart de finale. Au-dessus, dans le dernier carré, ça va être très 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 difficile, mais même un quart de finale, ça sera un excellent résultat pour le Sénégal. Si l'équipe de France tombe dans la poule du Sénégal, j'ai pas envie de raviver de vieux fantômes. J'ai pas envie. 2002. Je vais regarder le match cette fois, parce que j'étais à l'école primaire, moi. Si l'équipe de France tombe contre le Sénégal, est-ce que tu es rassuré, Constant? Rassuré pour l'équipe de France. Hein, moi j'aurais peur des marabouts qui nous fassent le coup de 2002. En 2002, on a eu toutes les rumeurs qui viennent du Sénégal. Il n'y a pas grande équipe qui me fait peur, pour dire la vérité. Il n'y a aucune équipe qui te fait peur pour l'équipe de France? Non. Donc on a défoncé l'équipe de France pendant 35 minutes de débat. Mais personne ne te fait peur. Bah non, parce que les Allemands, ils ont joué contre une équipe Z d'Angleterre, ils n'ont pas marqué un but. Les Belges, ils ont galéré contre le Mexique. Enfin bref, il n'y a personne qui... Parce qu'une Coupe du Monde, c'est particulier. C'est particulier. Ça se trouve, ils vont au bout, on n'en sait rien. C'est bien, donc on fait des émissions pour parler de la Coupe du Monde et vous me dites, de toute façon, avant la Coupe du Monde, on ne saura pas. Non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est du détail permanent. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'effectivement, sur le papier, l'Allemagne doit fumer la France, mais 100 fois. Le problème, c'est que tu arrives à 1 euro, les mecs, ils craquent, il y en a un, il fait une main dans la surface, ça fait péno. Neuer, il a décidé, on ne sait pas pourquoi, de sortir et de faire une passe décisive avec Griezmann. C'est du détail. Si les Sénégalais, ils prennent une poule, ils finissent premier ou deuxième. Après, un match, tu peux tout faire. Après, derrière le détail, ce qui, par exemple, quand on voit l'équipe d'Allemagne sur ces quelques années, il y a eu aussi des soucis de système, des soucis de défense. Malheureusement, on est dans ces soucis-là en équipe de France, ce qui me rassure très peu. Après, tout dépendra aussi de la manière dont on va aborder ce genre de match. Est-ce qu'on va les aborder comme Mbappé a abordé le Classico contre Marseille, ou est-ce qu'on va les aborder comme des vrais matchs en jeu avec des équipes qu'on va respecter sur le terrain? Ça, parce que les Allemands, ils n'ont pas respecté les Bleus à l'Euro. Tu penses que c'était vraiment une faute de la part des Allemands? Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à avoir une équipe aussi impliquée, bizarrement. Parce qu'il a pensé peut-être moins fort qu'en Coupe du Monde 2014. Et puis les Allemands, c'était peut-être moins fort aussi. Les Allemands, enfin moi j'ai le souvenir déjà des Coupes du Monde 2006, ces trucs là où ils finissent 3e, où ils jouent déjà bien. Le problème c'est qu'une Coupe du Monde c'est particulier, c'est pas pour rien qu'il y a très peu d'équipes qui font des doublés. La Coupe du Monde, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler et on y retrouvera donc le Sénégal qui est qualifié pour cette Coupe du Monde. Ça va être la fin de notre émission. Déjà, ça passe vite, 1 heure. On parle pas d'Evra? On parle pas d'Evra. Non, alors, je voulais en parler d'Evra, mais qui est franco-sénégalais en plus. On a déjà il est né à Dakar. Je veux vous rappeler quand même le petit jeu qu'on fait. J'ai oublié de le rappeler en début d'émission. Je vais le rappeler encore une fois. Pour gagner votre FIFA 18 avec la mallette dorée, la mallette collector
qui vous permettra de mettre des torgnoles à tous nos consultants qui sont là et qui sont pas franchement balèzes à FIFA, notamment Constant. Il vient chez moi, il me bat et il dit ça. Vous inscrivez donc sur la page Facebook, la page Twitter, vous commentez nos vidéos, YouTube notamment, et on fera un tirage au sort mercredi prochain pour vous faire gagner le FIFA 18 et la manette collector. Mes amis, je vais vous remercier pour cette soirée, pour cette petite heure d'analyse. Nous, on va revenir demain. Demain, on va parler notamment d'un grand match. On restera dans la zone Afrique entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Une véritable finale pour la qualification. Et puis demain, c'est le retour du grand quiz aussi. Ça sera le grand quiz que je préparerai, que je mettrai aux petits oignons pour défier nos chroniqueurs. Merci à vous pour cette soirée. Merci. Je vous dis à demain. À demain, on sera là pendant 1h30 pour parler foot. Likez nos posts, partagez nos vidéos. C'est comme ça qu'on avance et qu'on essaie de parler foot, européen et de parler de qualification à la Coupe du Monde en ce moment. Passez une bonne soirée et puis on vous souhaite une bonne nuit et à demain. Salut à tous. Ciao. Au revoir.